Émission 959. Cette semaine, Spider-Man Brand New Day. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres en sont au moins à leur 4e mutation. Je pense bien, oui. Je les présente à l'instant. Il vient ici pour parler de films de bonhomme. Des voyeurs de vue, Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bon après-midi, Benoît. Bon après-midi. Tu l'as dit, on enregistre ça à l'avance parce que je suis présentement en vacances avec mes nièces. Non, tu es chez toi et personne ne devrait essayer de rentrer chez vous en ce moment. T'as écouté le dernier épisode où quelqu'un te l'a mentionné. Parce que oui, j'ai reçu aussi mon set de Lego de X-Files. Fait que y a quelque chose de plus à voler chez nous. Oui, je l'ai admiré en rentrant et ma foi, il est très beau. Il est le fun, hein? Oui. Il était vraiment le fun. Je le monte avec l'application de Lego, l'application officielle. Et ce qui est le fun, c'est que t'as des stats à la fin. Ah. Et ça a pris 8h30 pour le monter. Mais tu sais, moi, je prends ça vraiment slow. Là. Je l'ai fait en 2-3 shots. Puis je suis un bonhomme de 45 ans qui a monté des Lego. Lego a vraiment mis le doigt sur la nostalgie, sur notre génération. Puis écoute, s'il continue de même, je vais plus investir là-dedans que dans mes REER. J'ai eu beaucoup de plaisir à le monter. C'est quoi qui manque en Lego, selon toi, que tu aimerais construire ou monter? Là? Mettons que tu as plus de place à la maison. Mettons, j'ai plus de place parce que là, j'ai moins de place qu'à l'habitude, qu'avant. J'ai dit ça ironiquement, pardon. Je l'ai dit en joke l'autre fois, mais j'aimerais beaucoup un set du Quick Stop de Jay Silent Bob pour compléter mon truc nostalgie, mon fixe nostalgie. Sinon, un autre truc de la culture pop que j'aimerais bien voir... Bonne question, je sais pas, je pense qu'écoute, pour vrai, ils sont en train de mettre leur bille tout aux bonnes places, là. Il y a pas grande franchise qu'ils ont pas couvert pour l'instant. T'sais, ils ont mis ça, écoute, ils ont fait l'Enterprise de Star Trek que j'ai, l'Enterprise D, le Bridge s'en vient pour la classique Original Series, moi ça m'intéresse moins, je le trouve moins intéressant. Je prendrais bien, toi t'es un Trekkie, genre, j'en ai jamais parlé vraiment de Star Trek. J'ai écouté certains shows, puis un moment donné, j'aimerais ça comme... mettons, prendre une liste, mettons, le top 25 de Next Generation, puis toutes les écouter. Ouais. J'ai écouté une bonne poignée des films. J'aime beaucoup le film de 2009. Puis quand j'ai écouté le film de 2009, j'ai justement été écouté comme le top 20 des meilleurs épisodes de la série originale. Sure. Puis après ça, j'ai commencé à me promener à travers la série originale. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que c'est peut-être des affaires qu'on a déjà parlé, mais qu'on a un amour pour la télévision épisodique bien rodée de jadis. Ouais. Puis moi, je vois comme beaucoup du Star Trek des années 90 comme, à un moment donné, je vais plonger dedans, là, que si je veux comme un bain de ça, mais c'est plus par amour pour comment cette télévision-là était faite, plutôt que triper sur la franchise en tant que telle. Je comprends. C'est drôle parce que j'en avais parlé récemment, mais quand tu écoutes du vieux Star Trek, c'est peut-être avec toi, surtout les épisodes de Next Gen, tu t'aperçois que les épisodes sont montés comme un procedural style crime law and order. Là. Donc t'as une énigme, l'énigme est cachée souvent dans plusieurs boîtes, puis là c'est avec la compétence des gens puis qui s'unissent pour essayer de mais c'est vraiment dévoilé, ça se décline comme un procedural. C'est vraiment apparent quand t'écoutes les saisons de Star Trek, surtout là, à partir de la 3e, 4e saison. Parce que les premières, tu sais, ils essayaient de faire Star Trek The Original Series, puis ça paraissait, là, l'influence était très présente. Mais éventuellement, la série trouve sa voie. Tout ça pour dire, pour répondre à ta question, j'aimerais bien voir un modèle de Deep Space Nine. Je sais pas si tu as eu la chance de te rendre dans Deep Space Nine dans tes écoutes, mais la station comme telle, Deep Space Nine dans Lego, serait un très beau modèle, je pense, à vendre. Il risque d'être dispendieux, par exemple, si ça se fait, mais ça, c'est le propre des Lego. Quoique celui de X-Files, c'était relativement abordable. Relativement. Je mets des guillemets radiophoniques ici. Donc, je suis encore chez moi, c'est vrai, je suis pas en vacances en ce moment, donc on n'est pas en train de pré-enregistrer un show. Ça va être un show peut-être un peu plus court, quoique des fois, Yannick et moi, qu'on est réunis, on se lance dans le décortiquer le lore. On parle que d'un sujet cette semaine, donc on ne rentre pas dans les nouvelles, c'est vraiment pas d'annonce, on est vraiment un sujet, et le film dont on va parler cette semaine, c'est le plus nouveau, plus récent bébé de Marvel Studios. Un petit film indépendant. Ouais, qui a juste fait 900 millions au cours du week-end dernier. Oui, c'est ça.
on essaie de leur donner un coup de main. Oui, ils ont besoin de la part des voyeurs de vue, des mystérieux étonnants. Là, tu sais, Tom Holland lance sa propre ligne de bière non alcoolisée. Là, je suis comme, mais le pauvre petit, il a besoin d'argent. T'es un nouveau marié aussi, il faut ramener. Il faut ramener le bacon à la maison. Écoute, fait qu'on on essaie de l'aider comme ça en parlant de sa petite vue. Ça a l'air d'un bon petit gars. Écoute, ça a l'air d'un bon petit gars. Il a de l'air très heureux. Regarde, de la façon qu'il se présente, c'est facile pour moi de projeter que il est vraiment de même, peut-être. Puis ça fait partie de pourquoi il est vraiment il a beaucoup de succès. Puis je pense aussi que ça se traduit très bien dans le rôle qu'il joue. Dans le rôle de Peter Parker, absolument. Dans cette petite vue, on voit sa petite boisson qu'il vient de lancer, comme tu l'as dit, sa bière non alcoolisée. Elle est présente dans un bodega qui est un dépanneur de New York. Parce que je dois te dire un truc, Yannick, là, ça c'est une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est que j'ai vraiment l'impression que pour une fois, pas pour une fois, mais depuis le Spider-Man de Marvel Studios, on est rentré dans le New York de Spider-Man. Oui, il y a du tech, oui, il y a des trucs absolument incroyables qui sont dans son studio de New-Yorkais que n'importe qui aujourd'hui ne pourrait pas se payer, mais je feel New York dans ce film de Spider-Man, là, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Eh ben, avant qu'on rentre plus dans ça, ça aide qu'il y a beaucoup de décors et de plateaux et de lieux tangibles où c'est filmé. Ça compte pour beaucoup. Faire le tour justement du territoire pour placer un peu les gens, puis c'est sûr qu'on va spoiler en dernière partie de l'émission. Quoi qu'on va essayer de faire peut-être un segment où est-ce qu'il n'y a pas de spoil, mais je vais vous avertir auparavant. Spider-Man Brand New Day, bien sûr, inspiré le titre d'une ère de Spider-Man de 2008 qui a été lancée après One More Day, qui était la finale, si on veut, des répercussions de Civil War. Allez voir en bande dessinée. C'est une grosse période pour Spider-Man puis pour Marvel, ce qui a été suivi par la suite par Spider-Man Big Time de Dan Slott, qui a écrit le personnage pendant plus de 6 ans. Donc Spider-Man Brand New Day, c'est pas l'histoire de cette période-là de Spider-Man, mais on s'inspire du titre pour relancer Spider-Man parce que c'est un renouveau autant dans le comic pas pour le film. C'est le quatrième film de Spider-Man, Marvel Studios et Sony, mais on n'est plus dans l'ère Avengers. Il n'y a plus l'apport des Avengers pour sa technologie, ses ressources. C'est un Spider-Man qui se retrouve isolé tout seul. C'est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est le gars qui a réalisé aussi Shang-Chi and the Ten Rings. Oui, puis il a aussi fait... il a co-créé puis il a réalisé une bonne poignée d'épisodes de Wonder Man. Yes, c'est vrai. Qui a malheureusement été cancellé. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Wonder Man. J'ai pas eu la chance de le voir encore. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Comme ce qui est étrange, la deuxième saison s'en vient en plus. Non, ce qui est étrange, c'est qu'elle a été cancellée justement, puis on a annoncé ça le week-end dernier. Ce que je pense présage le fait que après Vision Quest qui sort cette année, puis probablement la prochaine saison de Daredevil, je crois que Marvel Studios se retire peut-être de la business de TV. De la télévision. De la télévision, parce que je crois que tu sais les hauts et surtout les bas récents de Marvel Studios, c'est comme ils se sont... éparpillé beaucoup et ça leur a mis le genou à terre un peu que justement je pense qu'il y a une raison pourquoi on n'a pas encore dit ce qu'on a pensé du film mais que pourquoi beaucoup de gens sont enthousiastes face à ce film-là, c'est que ça les ramène à la version des films qu'ils aimaient de Spider-Man mais aussi de l'écurie Marvel en général. Et c'est plus self-contained que d'autres films qu'on a vus. Quoique il y a plusieurs personnages de l'univers de Marvel Studios qui font leur apparition, mais j'ai vraiment l'impression d'assister à sa propre bulle, de son propre univers. Tu sais, c'est quelque chose de plus self-contained, puis ça fait du bien. Ça aide bien sûr que c'est le personnage de Spider-Man qui est un préféré de les jeunes et les moins jeunes comme nous. Donc encore une fois, Destin Daniel Cretton qui a réalisé, Tom Holland dans le rôle principal de Peter Parker, Spider-Man, Zendaya qui joue Mary Jane, bien sûr sa bien-aimée, Jacob Batalon qui joue Ned, qui est un personnage, je dois dire que quand la franchise a été introduite, j'en avais rien à battre, mais que j'ai vraiment grandi à adorer beaucoup l'acteur et le personnage comme tel, qui est le grand ami de Spider-Man Peter Parker, quoique mais MJ et Ned ne se souviennent pas de lui à cause des effets de No Way Home. On se souvient le genre de sort à la fin. Sandy C qui joue dans un rôle qui n'a pas été dévoilé, qu'on va dévoiler plus tard. On a Tramel Tillman qui joue Tramel Tillman qui est le personnage joué par William Bill Metz. Comment c'est quoi tu dis ça? C'est l'inverse. Non, c'est ça, j'ai inversé les deux, hein. Tramel Tillman, on dirait un autre personnage de Marvel. Ben, c'est pas son... Il me semble que c'est son vrai nom, non? C'est son vrai nom à lui, mais il joue William Metzger. Ben, c'est ça, j'ai inversé les deux, Colin, ok. Puis moi, tout ce que je vois, c'est le dude de Severance, qui est un excellent acteur. John Berthold qui fait une apparition en tant que Punisher. Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner et The Hulk.
Comment résumer rapidement? Est-ce que tu veux t'y lancer? Ben oui, c'est ça. Peter Parker, après les événements de No Way Home, il vit une existence de Spider-Man. Il est tout seul. Il a plus vraiment d'identité secrète. Il est comme tout le temps Spider-Man. Les seules personnes avec qui il parle, on dirait que c'est de ce qu'on comprend à travers le film, c'est il parle à d'autres super-héros quand il les rencontre, mais il se tient pas avec eux autres. Il parle beaucoup avec un détective qui s'appelle Jane the Wolf. Puis sinon, il est en retrait total de la vie civile. De la vie civile, mais aussi juste de la vie émotionnelle humaine. C'est un cas, ma foi, de spider solitude masculine. Oui, absolument. De solitude de spider masculinité. Puis qui est composé de son propre chef et assumé par le personnage aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il est comme avoir été Peter Parker, ça a été trop dangereux pour certaines personnes, dont justement sa tante May qui est décédée dans No Way Home. Et puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste s'entraîner, réparer son gear de Spider-Man et se battre contre moult niveau de criminalité, de super criminalité à la criminalité normale. Plus local. Ce que Spider-Man fait dans les comics. Exactement. Puis, dans un montage au début du film, comme 3-4 ans passent rapidement, il voit au loin, justement, ses amis Ned et MJ rentrer au MIT, graduer, vivre leur vie, puis déménager à New York, puis être heureux. Mais lui, il reste en retraite, tout ça. Puis là, lentement, il commence à avoir des changements en lui. Une spider puberté une late spider puberté s'attaque à lui, puis là, ses sens deviennent augmentés, commence à générer justement, à pitcher sa propre toile, puis aussi il contrôle pas ses sens, il faut qu'il réapprenne à utiliser ses pouvoirs, puis il fait des genres de blackout, un peu d'agressivité qui le laisse à penser qu'il est en train de muter et potentiellement comme devenir autre chose qui est comme peut-être plus humain ou qui est plus en contrôle. Ouais. Pour les fans de comics, il y a clairement un gros clin d'œil à Man Spider. Donc, quand Spider-Man se transforme dans les comic books plus en grosse araignée à forme humanoïde, mais c'est l'araignée qui a pris comme le dessus. Ouais, qui est un design vraiment sick, mais très 90s. Je soupçonne que le désir de garder ce film-là accessible pour tous les âges, en fait, ils ont enlevé Man Spider, ils ont mis sa tablette. Je t'avouerais que si j'y ai pensé 2 secondes, je me suis dit, est-ce qu'on va voir les balbutiements du Man Spider, mais le design aurait été... Moi, j'aurais trouvé qu'il aurait été audacieux, mais je sais pas à quel point il aurait été en mesure de le mettre dans un film de Marvel Studios. Je pense que la limite, ça aurait été de le voir avec les 6 bras. Ça aussi, c'est une affaire qui est arrivée des comics. Avant qu'il devienne Man Spider, il y a comme 6 bras. Son poil gris. C'est vraiment troublant. Pendant ce temps-là, alors qu'il fait vraiment équipe avec la police de New York, Spider-Man aussi fait beaucoup équipe avec le Department of Damage Control qu'on a vu dans les comics. Oui, ben tu sais dans les comics, Damage Control c'était des gars de construction. C'était des goofballs très sitcomesques qui réparaient des dégâts de super-héros. Maintenant, sont codés comme étant Ice. C'est Ice et Shield en même temps, mais une version comme corrompue de Shield si on veut. Ben c'est ça de l'affaire, c'est que ce qui est intéressant justement avec Marvel Studios, c'est leur relation avec le vrai gouvernement, le vrai militaire, puis leur super agence qui invente pour parler de ces systèmes-là, mais sans en parler vraiment. Fait que il fait équipe parfois avec eux autres, puis il découvre que justement, il y a quelqu'un qui les attaque, il y a une mystérieuse force qui semble prendre contrôle de des gens pour pouvoir détruire ou attaquer les différents édifices et les services du département de Damage Control. Puis la personne qui peut faire ça peut posséder des gens, mais semble incapable de posséder Peter Parker. Fait qu'il est comme le seul qui peut se battre contre cette menace-là et retrouver et justement découvrir qui est cette menace. C'est une grosse partie de l'intrigue. En même temps, Peter Parker va un peu malgré lui tomber sur ses anciens amis puis essayer de s'immiscer dans leur vie, mais pas vraiment de le faire. Et ce faisant, les mettre en danger. Les mettre en danger. Puis c'est ça, at large, le film, alors que aussi on a des caméos d'autres personnages de Marvel. Mais comme tu disais, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'ils apparaissent dans le film de la même façon qu'ils apparaissent dans un arc de comic book, que c'est juste... Ce monde-là existe dans ce monde-là. Puis
Ils se croisent. Puis Spider-Man, il va demander de l'aide à quelqu'un, à qui il pourrait demander de l'aide à un scientifique, il va voir Bruce Banner à Empire State University. Puis pendant qu'il est en train d'essayer de courir après un méchant, le Punisher, lui aussi, dans de courir après le méchant. C'est vraiment organique, puis c'est fait comme du bon comic book stuff qui te donne pas un petit coup d'un coude de hey, dans le prochain film par exemple il va y avoir autre chose. Ouais, j'ai senti que l'utilisation de personnages tierces ou de lieux comme l'Empire State University qui existe aussi dans les comics était faite pour le bienfait de l'histoire et pas seulement pour dire hey, regarde, on a mis quelque chose des comics dans tes films. Il y a quelque chose qui organiquement fonctionne beaucoup. Puis d'ailleurs moi c'est ma grosse appréciation de ce film là, c'est que j'ai vraiment senti le scénario, ça est un scénario tout cassé, bien sûr, c'est un film de bonhomme, vraiment inspiré des comics. Ça feel comme un film de comic book, avec toutes les twerps, toutes les espèces de codes du comics. Un Peter Parker qui en arrache, qui a pas une technologie qui est extrême, tu sais, c'est pas l'espèce de suit de Nine Nights de Tony Stark, cette là est révolu, complètement isolé. Tom Holland porte un vrai suit. Le suit a des plis, c'est du vrai tissu. Ouais. Tu vois parfois ses yeux à travers les lentilles. À travers les lentilles, masque, ses oreilles, sa jawline, ces affaires-là. Il y a quelque chose qui feel plus réel. Et au niveau de l'approche aussi cinématographique, c'est drôle parce que à chaque fois que je vais parler d'un film, j'essaie de voir ce que les autres en ont pensé. Puis une des équipes que je consulte souvent sur Internet, c'est Red Letter Media, qui se montre souvent très critique des films Marvel et avec raison. Et ils l'ont aimé. Et il y a une affaire qu'ils ont remarqué, que j'avais remarqué aussi, puis je me demande si toi tu l'as vu aussi, c'est à quel point ce Spider-Man-là est un Spider-Man placé au centre de New York. Il y a des séquences en début de film où on le voit swinguer à travers New York et on n'a jamais vu Spider-Man être présent, habiter le lieu de cette façon exactement. Je trouve que ça fait quelque chose qui est plus terre à terre, c'est super, c'est vraiment dynamique comme présence. Puis je pense que ça met la table pour un film de Spider-Man qui dure quand même plus de 2 heures. Oui. Et pour moi, ça passait comme ça. Pour de vrai, là, je vais le dire tout de suite, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu parles que c'est vraiment que ça a le bon. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce film-là, c'est que, puis pour en revenir aussi à Wonder Man, Wonder Man, il n'y a pas beaucoup d'affaires de super shenanigans, de un peu. C'est quasiment un show qui est juste de l'identité secrète, dans le fond. Okay. Puis, tu sais, c'est comme, c'est un acte. On apprend dans Wonder Man que si. Il y a comme une loi que si t'es un acteur, tu peux pas avoir de super pouvoir. Tu peux pas avoir de super pouvoir sur un plateau, c'est dangereux. Puis à cause des règles des syndicats, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis il y a un épisode de flashback qui montre pourquoi que ça arrive, tout ça. Bref, puis c'est le secret de Simon Williams, c'est qu'il y a des pouvoirs. Puis là, il cache ça à des gens. Fait que t'as un drame d'identité secrète de cette façon-là. Et je trouve que justement, Brand New Day, c'est vraiment riche en drame d'identité secrète. Puis ça, c'est l'aspect souvent le plus payant et le plus riche avec ces personnages-là. Et là, il est à Tom Holland à son 4e film que c'est juste lui. Puis je trouve que là, ça porte vraiment fruit parce que les films de Marvel Studios ont beaucoup évité ou évacué l'aspect d'identité secrète. Oui, c'est vrai. Ouais. On connaît, on voit le visage de Thor, t'auras pas vraiment d'identité secrète. Chris Evans, Captain America, tout le monde sait que c'est Steve Rogers, même chose pour Tony Stark, même chose pour Bruce Banner. Il y a très peu de personnages qui ont une véritable identité secrète. On pourrait peut-être même argumenter que Spider-Man était sous la limite. Garder l'identité secrète, garder son masque on est une chose qui revient souvent dans le film. D'ailleurs, c'est un peu la blague qu'on avait dans la série des Raimi, c'est qu'il est constamment en train d'enlever son masque. Ouais. Là, il est, pour la plupart du temps, derrière un masque, quand il va à Damage Control, derrière le bureau, quand il se promène, quand il va revoir ses amis pour la première fois. Tu sais, il y a vraiment un désir de garder son identité secrète. Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est des affaires qui sont vraiment, vraiment riches. Tu sais, je trouve que les meilleures affaires de Superman de l'an passé, c'est au sujet de... Il n'y a pas tant d'affaires d'identité secrète de ça, mais c'est comment, mettons, que être Superman, c'est important à son identité. Oui. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Puis je pense que, tu sais, c'est comme ça que tu gardes ces personnages-là vraiment riches. Tu sais, je comprends qu'il y a des films, puis certains personnages l'évacuent, puis que dans le fond, l'identité secrète, c'est très utile quand tu fais un comic à chaque mois, puis il y a tout le temps, c'est utile pour générer du drame. Mais là, j'espère que dans les autres films, peu importe ce qu'ils font avec les autres personnages, qu'ils vont voir que, aller plus profond dans le drame émotionnel ou d'identité secrète, mais ça peut être très payant versus être
Tu sais, mettons, les films des Avengers que j'aime bien aussi, il y a comme une affaire de on est tout à job. Ouais. Puis on parle pas tant de notre vie privée à job, même s'il en parle un peu. Fait que ça, c'est... Et pourtant, ça fait partie de l'ADN des bons comics de Marvel. C'est quand les personnages ont une espèce de difficulté à composer avec leur identité secrète. Surtout Spider-Man, je veux dire, ça fait partie de la création du personnage. Donc, puis on l'avait jamais vraiment vu auparavant, un peu dans Homecoming, parce que ça s'est mis dans sa vie. On le Pas voit. dans Homecoming, mais excuse-moi, dans Homecoming puis dans No Way Home, mais tu sais, puis tu sais, puis on pourrait argumenter que c'est pas super non plus, mais le fait que Spider-Man a de la misère à composer que sa vie personnelle et sa vie Spider-Man, on l'a pas vraiment vu. Il l'a un peu, mais là, on l'a dans un, tu sais, dans son deuxième film, tu sais, il est en vacances en Europe, puis tu sais, fait que ça l'existe, mais là, il est tout seul, il est triste, Il est triste. il est à New York. Pour moi, c'est très codé Spider-Man des années 80, écrit par Tom DeFalco puis par Roger Stern. Puis ça, c'est un Spider-Man que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, même s'il y avait un peu d'identité secrète dans les autres films, là, il y a comme plusieurs loops pour faire grossir ça puis rendre ça vraiment efficace. Puis justement, rendre les drames d'amitié et d'amour vraiment, vraiment plus riches et vraiment efficaces. Et ce qui est aussi bon avec tout ça, c'est que ça devient aussi des bonnes affaires à jouer pour Tom Holland puis tous ses partenaires de scène. Que c'est pas juste du drame de réagir à quelque chose d'extrême. Ouais, puis de courir après des MacGuffin que tu regardes. Vous m'entendez pas critiquer courir après des MacGuffin. C'est juste des films à propos de ça. C'est riche, puis c'est tout le temps utile. Beaucoup de films sont là-dessus, mais ça peut pas juste être ça tout le temps. Ça peut pas juste être ça, puis ce qui est bon, justement, aussi, ce qui est intéressant avec ce film-là, que j'en ai parlé aussi au Voyeur de Vue, j'ai fait un épisode spécial avec mon ami et collègue Fred Gimus. Puis toutes les caméos, ça fait aussi que Tom Holland a des acteurs intéressants et connus et le fun avec qui avoir toutes ces scènes-là. Puis tous les enjeux, justement, d'identité secrète se prêtent et de transformation se prêtent super bien à ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Et ce qui fait du sens aussi pour le personnage, si tu regardes à travers quoi il est passé dans le dernier film, sa vie au complet a été chamboulée, il a perdu sa tante, il a perdu ses amis. Personne ne se souvient de lui comme tel. Fait que c'est pour ça que lui, il veut juste être de son côté, s'isoler, pas mener personne à son existence. Il y a comme une logique là-dedans pour le personnage. Puis trouves-tu que c'est tu sais, bien sûr, là, c'est le 4e film d'une série, trouves-tu que c'est le plus self-contained des 4 pour l'instant? Tu sais, on s'entend, il y a un certain niveau, là, mais... Faudrait que je trouve que les films de Spider-Man de Tom Holland, à date, sont tout de même bien contenus en eux-mêmes. C'est comme No Way Home, là, à un moment donné, il devient comme... on s'en va à manufacture de feux d'artifice pour utiliser une expression des Simpsons, là, avec l'arrivée des autres Spider-Man, puis tout ça. Mais je trouve que tout de même, c'est des films qui s'écoutent tout de même bien sans avoir vu les autres. Puis je pense que ça fait partie aussi de leur succès, c'est qu'il y a une partie du public qui n'a pas l'impression qui ait dû regarder plein d'autres affaires pour connecter avec ça. Malgré que ça, c'est la trompette que je vais toujours jouer, c'est que les affaires de Marvel, t'as pas réellement besoin d'avoir vu toutes les autres affaires. Non. T'as vraiment pas besoin. Mais c'est sûr que tu en retires plus à cause qu'il y a certains détails qui te pop. Comme les comics, je veux dire, tu peux sauter dans n'importe quelle période, je dis n'importe quoi, mais Thor par exemple, c'est Lady Thor, ou c'est Thor à une autre période, quand il est puberty. Puis bien sûr, il va te manquer des éléments, mais c'est comme n'importe quoi. À un moment donné, il faut que tu rentres dans le train, commences à lire, puis tu commences à faire des liens, puis à un moment donné, tu vas finir par te retrouver. On pourrait argumenter que peut-être c'est plus compliqué pour les films, peut-être un peu plus, parce que c'est encore plus lié que les comics. Ben, c'est plus lié, mais moi, je trouve que ça reste encore... Moi, mon exemple préféré, je trouve comme les films des Avengers, ceux qui sont les 2 derniers, qui ont été écrits par Stephen Marcus. Christopher Marcus et Stephen McFeely. Ils sont super bons. Les gars qui ont écrit Thor Dark World. Dark World aussi. Je trouve que l'exemple que je dis souvent quand je parlais avec un de mes amis cette semaine, on parlait du film, c'est que dans Infinity War, quand tu vois Wanda et Vision pour la première fois dans le film, t'as pas besoin de rien de savoir parce qu'il te présente comme des amoureux
fugitif. Ce qu'on n'avait pas vu auparavant, d'ailleurs. On n'a pas vu leurs liens... On a vu les balbutiements, mais on les a pas vus s'unir. Ben, tu vois, ça, c'est aussi vraiment intéressant parce que même si toi, t'as écouté toutes les affaires, quand t'es vois, ils ont quelque chose de nouveau. Exact. Puis là, t'es comme... Puis si t'es jamais vu, t'es comme, ah, ben, c'est deux amoureux damnés qui se sauvent de la loi. Puis immédiatement, t'es comme, ah, ben, je comprends c'est qui ces personnages-là. Ouais. Tu sais, je comprends c'est quoi leur affaire. Puis là, quand ils se font... Quand les monstres arrivent, quand le Black Order arrive, Le Black Order. là, ils se transforment en Vision au complet. Là, t'es comme, ah, ok, ben, tu sais, c'est tout. Tu sais, je comprends que c'est des super-héros, puis là, ils mettent leur costume puis ils utilisent leur pouvoir, mais avant ça, tu les comprends, puis la plupart des films, je trouve, sont pas tout le temps aussi bien écrits que ça, mais sont tout de même accessibles. Ouais. Cela dit, Spider-Man, il l'est plus encore, puis il met plus sa continuité à profit, parce que, tu sais, juste le fait que tu as des flashbacks, puis là, que tu vois ces acteurs-là il y a 10 ans, puis qui ont l'air de des enfants. C'est vrai, ils ont l'air des kids. Puis là, ils ont encore l'air très jeunes, Oui. mais tu vois qu'ils ont vieilli. Puis juste les voir plus jeunes, comme se parler puis être en amour, c'est comme vraiment touchant. Tu sais, ça marche vraiment bien, puis d'une façon que je pense que, mettons, t'écoutes, c'est celui-là ton premier, tu vas être comme, ah, ben, je veux aller voir Homecoming, où ce qu'il a rencontré MJ, puis qui est tombé en amour avec, tu sais. Moi, je te dirais que après le grand déploiement, tu disais la fabrique d'artifice, je pense que le dernier No Way Home était le plus imprégné de ça. Plus c'était excessivement méta, c'était une lettre d'amour pour Spider-Man pour les films qui l'ont précédé. Tu sais, je veux dire, c'était tout ce qu'un grand fan de comics qui a trippé sur les films de Spider-Man voulait. Celui-ci est peut-être mon préféré, pour vrai. Juste parce qu'on revient à quelque chose de plus proche du personnage que j'ai connu. C'est sûr que il y a des aspects que j'aurais aimé souhaiter, mais c'est pas, ça enlève rien au film. Pas J. Jonah Jameson. New York aime énormément Spider-Man. Tout le monde l'adore du début à la fin. Il n'y a pas eu un événement, ou il n'y a pratiquement pas un événement qui va virer l'opinion publique contre lui. À quoi je m'attendais, parce que c'est un des tropes que Spider-Man rencontre souvent dans les comics. Il n'y a pas sa balance vraiment. Tu sais, on a sa vie de Spider-Man, mais on le voit pas au travail. On le voit pas avoir de la difficulté à essayer de genre, rejoindre les deux bouts. C'est quelque chose que j'aurais souhaité voir. J'aurais aimé ça, moi aussi, mais j'ai vu le film 2 fois à date. Oh, wow, puis okay. j'ai trouvé que le script est tout de même vraiment tête et focusé. Et que, tu sais, que tout est filtré à travers comme son retrait social, puis des affaires comme ça. Puis l'affaire, c'est que, mettons, comment il fait de l'argent, mettons, comment il se paye ses affaires ou comment son appartement. Ça, j'ai pas besoin de le voir, ça, je m'en fous. Ben, l'affaire, c'est que si c'était pour être dans ce film-là, faudrait que ça l'informe. Tu sais, il est-tu genre tout le temps en train de. Mettons, peut-être qu'il est programmeur, parce que tu sais, il programme des affaires. Ouais. Mettons qu'il est peut-être programmeur en remote, puis tu le verrais peut-être. Hey, Peter, on se rencontre en présentiel pour la première fois cette semaine. Ça te tente-tu de venir au bureau? Puis que là, il faudrait qu'il fasse comme non, je veux pas. Puis des affaires comme ça. T'sais. S'il y avait eu un petit élément comme ça, que tu comprends qu'il travaille d'une certaine façon, mais qu'il veut pas voir de monde, ça aurait été bien, mais je pense pas que ça rajoutait quelque chose au film, c'est ça. Il y a une critique qui est sortie sur le Discord des Mystérieux, puis je suis vraiment pas d'accord. La personne disait, ouais, mais là, il y a comme un niveau de technologie qui est équivalent à celui de Stark Industries, puis je suis vraiment pas d'accord. D'un, la technologie dans l'univers de Marvel Studios est tout le temps un petit... Tu sais, c'est pas notre ère à nous autres, c'est une ère un peu bonifiée. Tu sais, la technologie est un petit peu plus extrême que la nôtre, mais clairement, son setup, par la direction artistique qu'ils ont emprunté, par le fait, ça a l'air de quelque chose qui est assemblé, quelque chose qui est trouvé dans les poubelles. Ouais. Oui, c'est technologiquement avancé, mais c'est pas Stark Industries, c'est pas l'Avengers Tower, c'est ce que lui a été capable de créer dans son Spider-Man Hideout. Puis je trouve que par la direction artistique, tu le comprends, t'as pas besoin de voir comment il a payé pour acheter ton stock. Pour moi, ça c'est de l'enculage de mouche. Quand je lis des critiques de même, je suis comme, ben oui, mais en même temps, c'est expliqué d'une autre manière que par les dialogues. Tu le sens par la direction artistique. Ben, il y a ça aussi, puis l'affaire, c'est que, oui, je trouve qu'on dirait qu'il y a beaucoup de technologie, mais faut... Spider-Man a toujours eu des gadgets, puis tu sais, si tu lis, mettons, dans les comics originaux, il est comme, je me bats contre Electro, faut que je mixe une nouvelle sorte de web fluid pour être contre lui. Ou il invente, mettons, les Spider Trackers, ou il y a ça, bien sûr, sa ceinture qui peut envoyer un logo de Spider-Man c'est ça, le tracker, très Batmanesque. Bref, ça, c'est dans les années 60, ben, c'est comme un gadget à rêver. Maintenant, la version de ça moderne d'un gadget de ça, ben, tu sais,
c'est pas nécessairement des spider trackers, c'est pas pitcher une petite araignée, Non, c'est Siri. c'est avoir une machine qui un 3D printer qui refait les lentilles du masque, puis des trucs comme ça, ou les chips qui oui, tu sais, j'en conviens, mais faut comme que mais la fantaisie des gadgets. Le disbelief est pas pété pour moi. Justement, non. à cause que c'est une réalité où les choses sont un petit peu plus avancées. Fait que pour moi, c'est plausible dans le cadre de cet univers-là. Puis écoute, j'en ai suivi, moi, sur Instagram, des gens qui recréent les fameux lentilles de Spider-Man pour faire des cosplays. Puis tu regardes leur setup de 3D printer, puis ça ressemble au setup que Spider-Man, Peter Parker a dans ce film-là. Fait que je pense pas que c'est une ode ou un hommage à ces créateurs-là, mais ça collait tellement pour moi sur la réalité. D'ailleurs, j'ai une question pour toi parce que ça, c'est une affaire qui m'a fait sourire à plusieurs fois dans le film. Est-ce que tu as joué au jeu de Spider-Man de Sony? J'ai joué, j'ai pratiquement tout joué, pas toutes les DLC, là, mais j'ai joué aux deux, j'ai joué à Spider-Man, Miles Morales. J'ai pas eu la chance à jouer aux deux, mais j'ai joué au DLC, j'ai joué à Miles Morales, puis là, le deuxième, malheureusement, est juste sur PS5. Mais il y a une séquence dans l'ouverture du film où il se bat sur un toit contre des truands. Oui. Et là, j'étais comme, attends, c'est-tu comme un clin d'œil à Spider-Man, les jeux vidéo sur PlayStation? Parce que ça a l'air d'une séquence sortie tout droit de ça. Il emprunte beaucoup le langage visuel du jeu. Ouais. Même jusqu'à la fin, avec The Hand puis les bâtons électriques, ça ressemble à un ennemi que t'affrontes dans les jeux. Ben, parce que je pense qu'ils ont vu que, bon, tu sais, clairement, comme ce jeu-là a beaucoup de fans, et il y a aussi... ma foi, ils ont fait de la recherche de direction artistique pour nous autres. Pourquoi pas le prendre? C'est comme nous autres, dans Marvel Cosmic Invasion, il y a plein d'affaires qu'on a empruntées comme c'est le temps de penser à un level. Ben là, il y a des artistes, ça fait des années qui ont inventé, mettons, Clintar, la planète des symbiotes. Ben, tu vas aller chercher leur inspiration à eux autres. Tu vas aller chercher ce qui existe déjà pour faire fructifier ça. Puis justement, je pense que l'équipe derrière le film ont vu que ça look. Le monde aime ça. Fait que why not? Là, ça a aidé vraiment aussi à rendre leur action très tangible. J'aime beaucoup quand j'en trouve de suivre des cascadeurs sur YouTube parce que j'aime la chorégraphie d'action puis les combats dans les films. Puis comme j'ai commencé à suivre comme un gars qui était un opérateur de caméra sur le film. Et ça devait être la job, ça. Puis justement, pour une des scènes que tu parles, que on voit Spider-Man comme il swing sur un top de building, puis là, quand il atterrit, il web 3 goons sur ça. Puis tu vois, ça c'est tourné comme en arrière, c'est comme un gros blue screen, mais ils ont construit comme le top de building pour de vrai. Et tu vois un cascadeur qui est soigné par multiples câbles, et tu vois le gars qui, lui, doit courir pour suivre son arc alors qu'il swing, et comme le gars derrière lui qui fait comme qui le pogne pour l'empêcher de tomber ou des choses de même. Puis ça rend comme l'action justement vraiment fidèle à ce qu'on voit dans les jeux de Insomniac, mais aussi ça rend l'action comme super tangible. Puis le fun. Ben, il y a une séquence finale, puis tu sais, là, je pense qu'on va pouvoir spoiler là, parce que sinon on va tourner en rond, mais dans un des combats finaux, le combat final dans l'espèce de prison max de Damage Control, il y a une séquence où The Hand se bat contre Spider-Man, et bien sûr il y a clairement eu du green screen, il y a eu une combinaison, mais je sens la chorégraphie, je sens la façon que Spider-Man se bat est très inspirée des jeux d'Insomniac, mais ça fait son propre affaire. Il manquait de ça dans les autres films, c'était surtout Spider-Man versus des grosses patentes. Oui. Et puis là, on a quelque chose de plus terre à terre, on est carrément contre d'autres humains, qui sont perfectionnés, qui sont performants. Fait que ça rendait pour moi les séquences excessivement excitantes. Là. Ben moi aussi, parce que aussi, ce que je remarquais en regardant le film, puisque j'ai vu plus tard aussi après sur Instagram, il y a beaucoup justement de vrais cascadeurs avec des câbles qui se font pitcher à des places. Versus, je pense aussi les autres films de Marvel, il y avait beaucoup de cascadeurs numériques. Il y avait beaucoup de plus de CGI, puis des fois, je comprends qu'il faut que tu fasses ça, mais dans ce film-là, c'est vraiment comme plus tangible. Tu sais, il y a même, tu vois des scènes où il swing dans la ville avec, en amenant MJ dans ses bras. Elle, Puis tu vois la caméra vraiment comme, mettons, elle qui est derrière, puis tu le vois, lui, qui swing, puis tu vois juste son bras comme pitcher la toile, puis le bras swing. C'est un mouvement qui est vraiment awkward, mais c'est comme
mais c'est ça le Comme mouvement, c'est ça, le mouvement. Qui fait pour de vrai alors qu'il swing. Fait que ça a pas l'air awkward, ça a comme juste l'air vrai. Ouais. Puis le film est rempli de ces touches-là de rendre toutes les affaires de super-héroïques tangibles. Tu parlais des gadgets tantôt, puis ça, c'est un autre truc que j'aime. Moi, c'est dans ma période favorite, ou une de mes périodes favorites de Spider-Man, c'est les 90s. Je sais que la Clone Saga a pas la cote, mais tu sais, c'est une période où tout était éclaté, puis tout était extrême, puis il me semble que c'est une période où il y a eu beaucoup de développement de gadgets. Puis là, t'en as là-dedans, t'as les espèces de Spider-Bomb ou de web, là. Ouais. T'as plein de petits trucs comme ça avec qui... Tu sais, il est en train de trinker, là, il est en train de gosser sur quelque chose. Tu sais, il essaie d'adresser sa mutation, qui est un genre de plot B dans l'histoire. Fait que ce côté-là, Spider-Man qui gosse dans son hideout, je l'ai apprécié. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Puis, tu sais, quand c'est impossible d'utiliser ses web shooters en même temps que sa mutation. Ça amène un petit challenge. Je l'aime ça de le voir composer avec ça. D'ailleurs, la première séquence où il essaye de tirer de la toile, je sais pas si tu as vu, mais c'est un hommage à Raimi parce que c'est un peu ce que le personnage de Peter Parker, mais joué par Tobey Maguire, a dû rencontrer dans ses films. Puis je pense que Tom Holland est comme... Ben moi, je les ai pas eu ces scènes-là. Fait que j'aimerais ça les avoir. J'aimerais ça faire un petit bout d'origine. Tu sais, aussi quand il devient agressif à cause de sa mutation, ben là, il peut jouer comme une petite parcelle d'affaires de Venom. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il s'approprie plein de trucs qu'on a vus puis qui font des codes du personnage qu'il n'avait pas encore fait. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun de le voir les faire. Tu sais, je trouve aussi que ce film-là, ça positionne bien comme Tom Holland pour le rendre plus comme un homme adulte. Un adulte, éventuellement, à nos yeux, comme star de cinéma. Puis justement, le voir comme pouvoir faire d'autres choses dans d'autres films. C'est ce qui m'énervait aussi dans les précédents films, c'est qu'il était tout le temps en train de demander la permission. Demander la permission à Stark, demander la permission à Doctor Strange. Là, c'est comme quelqu'un qui est de son bord, il prend ses propres décisions, puis il compose avec les échecs ou les succès de ses décisions. Puis ça faisait du bien à voir. D'ailleurs, la dynamique avec Punisher, qui est beaucoup plus présente là-dedans que je pensais à quoi je m'attendais. Encore une fois, très comic bookien, sans qu'il y ait un passé, il est arrivé de quoi, on fait référence à une situation à Staten Island, à un moment donné, où Spider-Man aurait sauvé la vie de Punisher. Pas besoin de les introduire, pas besoin de montrer une origine, tu comprends qu'il y a une dynamique. Ils se tolèrent, ils saillissent, puis ils s'aiment en même temps, il y a comme un respect mutuel. Beaucoup plus présent que je pensais, John Bernthal dans le film, puis au final, j'ai full aimé qu'il soit présent. Juste assez pour que le team-up soit pas too much ou répétitif. J'ai bien aimé, mais comment t'as senti ça, toi, cette body cop? Ben, moi, je trouve que ça montre comment que Frank réagit si t'es pas un avocat ninja catholique qui lui dit qu'il a tort de tuer du monde. Quand tu fais pas juger. Peter Parker est comme... Relax, le Frank. On peut-tu essayer de pas tuer du monde? Il essaye pas de l'amener à la police ou des affaires comme ça. D'ailleurs, je dois admettre, par exemple, la police de New York pas de l'air trop tracassée par l'existence du Punisher dans ce film-là. Non, pas vraiment, non. Ils ont de l'air... tu sais, on voit que c'est un New York qui est plus Marvelous, qui est plus de super criminels dedans. Fait que peut-être ils sont comme... Regarde. Je crois pas trop après, là. Il a pas l'air de tuer aucun innocent. Fait que pourquoi pas? Puis on s'est entendu là, que New York, c'est un New York imaginé, fictif dans le sens que Frank ne pourrait pas se déplacer à cette vitesse dans New York en voiture. Là, c'est absolument impossible de traverser la ville. Mais tu sais, c'est le côté où là, tu commences à nitpiquer sur ces détails-là. C'est vraiment pas nécessaire. Ouais, mais c'est comme, OK, personne, tu sais, comme Jean DeWolf est tout le temps elle est pas en train de dire, hey, pogne donc Frank Castle pour nous autres. Oui, c'est vrai qu'elle ne demande pas. Tu sais, comment regarde, là. Chacun son bord va faire ses affaires. Mais ça, j'ai trouvé ça bien. Une belle scène émouvante à la fin, d'ailleurs, entre les deux personnages. Ben oui, ben tu sais, Bernthal puis Tom Holland ont fait une batch de films ensemble, puis tu vois qu'ils ont une très bonne chimie, puis c'était le fun de les voir, puis aussi c'est le fun justement de voir Spider-Man interagir avec différents niveaux de super-héros dans ce film-là, parce qu'il va voir Hulk, mais il va voir aussi Punisher, Black Widow. Puis oui, éventuellement il va voir Black Widow, puis Black Widow c'est vraiment cool parce qu'elle est là pour dire comme, moi je suis un Avenger, puis nous autres, c'est... Des grosses patates. C'est ça, c'est... Des grosses patates. Les affaires que tu fais, c'est pas nous autres, c'est des petites patates. Là. C'est pas pour nous autres, là. Fait arrange-toi, puis moi, je trouve que c'est un aspect
je trouve que c'est l'aspect le plus important de Spider-Man comme le super-héros underdog qui n'existait pas dans les films de Sam Raimi. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de super-héros en haut de lui qui fait comme... Il n'y a rien d'autre. Il y a potentiellement Doctor Strange parce qu'on le mentionne une fois, mais on l'a jamais vu. Mais on l'a jamais vu, puis il n'y a pas ça non plus dans les films d'Andrew Garfield, mais dans les films de Tom Holland, une qualité que moi... Tu sais, mon premier comic que j'ai lu de Spider-Man, quand j'étais jeune, c'était Spider-Man, Amazing Spider-Man numéro 277. Mais tu te souviens du numéro? Ben, je l'ai checké récemment. Je m'en rappelle pas depuis ce temps-là. Je me rappelais pas depuis ce temps-là. Okay. Les éditions Héritage, j'avais pas le numérotage. C'est vrai. Je pense que tu l'as lu en français. Okay. Puis, ben, je le relis en anglais depuis. Puis, c'est un comic qui crossover avec Born Again de Daredevil. Oh shit, ok. Puis, moi, c'est comme ça que j'ai connu Daredevil aussi, puis c'est juste comme genre 15 ans plus tard que j'ai lu Born Again, puis wow, c'est ça qui se passait dans mon comic de Spider-Man, puis tu sais, c'est un comic où ça commence ses post-démasquage du Hobgoblin, là, Peter il est tourmenté, il reçoit un appel, il reçoit un appel téléphonique de Matt Murdock, puis là, il est comme Peter, faut que je te voie, je peux pas te parler au téléphone, t'es peut-être écouté, puis là, il est comme OK, c'est weird. Puis là, en se rendant pour retrouver Matt Murdock, tu vois, Peter, il est comme man, Matt Murdock, Daredevil, il est hardcore. Daredevil, il est le vrai deal. Moi, là, je fais juste me battre contre du monde costumé parce que ça fait des meilleures photos à vendre. Lui, il se bat contre la vraie criminalité. La racaille. Il se bat contre le real shit. Puis moi, je suis comme un poseur. Fait que pour moi, c'est comme que Spider-Man, il se voit de même. Ça a toujours été important, faire partie du personnage, que il y a plusieurs instances de super-héros qui le regardent peut-être de haut. Et ça, c'est bien rendu dans ce film-là. Et ça m'a rendu vraiment heureux. Tu vois, autant qu'avant, j'aurais souhaité un team-up entre Spider-Man et Daredevil, je trouve que les films qui ont suivi, toutes les Homecoming, les Home, toutes ces affaires Home, là, c'était pas propice vraiment cette véritable collaboration-là. Moi, je trouve que le Spider-Man établi dans Brand New Day met un peu la table pour quelque chose où un Daredevil pourrait avoir la place de Frank Castle, Punisher la prochaine fois. En termes de... Je parle de participation, au niveau de participation. Ben, tu vois, moi, je pense que ça pourrait être cool, parce que je sais pas si tu as écouté le show de Daredevil. J'ai écouté, mais j'ai pas écouté dans la saison. Ben, bref, on comprend que Matt et Karen sont maintenant un couple. Fait que moi, selon moi, si tu fais un autre film où ils sont dedans, faut que Daredevil, qui est en couple avec Karen, devienne le miroir de peu importe c'est quoi son couple que lui a avec MJ, puis que ça serait ça la raison qu'il soit dans le film, faut que faire miroiter ces éléments-là, comment ça marche. Il faut que MJ rencontre Karen ou elle voit c'est quoi comme être in the long run avec un super-héros, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Puis ça, je pense que ça serait intéressant de cette façon-là, parce que, tu sais, je crois que s'ils continuent à faire ça dans les films, puis probablement qu'ils vont continuer à le faire, tu sais, faut que les caméos soient des miroirs thématiques du personnage, puis sont tous là-dedans dans Brand New Day. Fait que là, si tu veux amener ça si tu veux amener, mettons, justement, Daredevil dans un nouveau film, faudrait que ce soit comme quelque chose comme ça. Là. Je dis un exemple de même, là, ça pourrait être un autre thème, mais... Je comprends. Il y a aussi pour moi, il y a deux niveaux. Il y a, je veux voir un Spider-Man avec Daredevil au cinéma. Ça, c'est genre mon côté geek assumé. Oui. Puis je le veux aussi pour Charlie Cox, parce que je trouve que le gars s'est dédié au personnage de Daredevil. Pour moi, c'est Daredevil. J'entends sa voix quand j'ai dit Daredevil maintenant dans ma tête. Je veux le voir avoir le traitement à Marvel Studios. Crime de Punisher, qui a déjà croisé son chemin, est rendu au cinéma. Pourquoi il faut le mettre éventuellement au cinéma? Moi, je pense... Tu penses pas que ça va arriver? Moi, je pense qu'il va peut-être être dans 2 prochains films qu'on va voir, dont un qui sort en décembre. Moi, je pense qu'on risque de le voir. Si c'est pas dans celui-là, c'est dans le prochain. Ça fait penser, je vais te poser cette question-là parce qu'elle est variante selon les gens qui viennent participer au show. Mais ton Marvel Fatigue était rendu où? Puis elle est comment par rapport à ce film-là? Est-ce qu'elle a été influencée ou pas? Zéro Marvel Fatigue, bro. Zéro Marvel Fatigue? Moi, là... je veux se tatouer la prochaine fois que tu viens au show, man. Moi, je lis ces comics-là depuis que je suis jeune. J'adore j'adore ces bonhommes-là. Tu sais, tous les films et toutes les séries qu'ils font, ben tu sais, je les ai pas toutes vues. Là. J'ai pas encore vu Ironheart. Tu sais, je vais m'y mettre à un moment donné. Mais tu sais, je les aime, ces affaires-là, puis quand ils sont pas bons, je suis juste comme, d'accord. Oui, c'est ça, la même chose pour moi. D'accord, celui-là était pas bon. 1 sur 30, on peut-tu, ou 2 sur 30, ou qu'importe, je veux dire, ils en font tellement que ça se peut qu'il y en a 1 sur 2 qui fonctionne pas. Là. C'est ça, il y a aussi, tu sais, ça dépend aussi c'est quoi ta consommation, comme là, si je check mon Letterboxd, je pense que je suis rendu à 181 films cette année. Fait que sur ces 181 films-là,
5 fois, je vais avoir vu un film de super-héros. C'est une goutte. C'est un genre parmi d'autres que tu as consommé durant l'année. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas les seules affaires que je regarde. Fait que par conséquent, s'il y en a un qui est moins bon, c'est pas catastrophant. Mais tu sais, j'aime ces affaires-là. Je les aime à la TV aussi, ces personnages-là. J'ai passé comme 2 ans et demi plus plongé que jamais dans ces personnages-là en faisant un jeu sur eux autres. Puis on continue à faire des DLC. Fait que, tu sais, j'ai encore un pied là-dedans. Puis si je me suis pas écœuré de ces personnages-là avec ça, ben... Ça va pas arriver d'une autre façon. Je vais jamais m'écœurer. Est-ce que... parce que justement, Alex Rose est allé à Opération de Brosinoche avec Julien Bernatchez, puis il parlait justement... Lui, c'est moi un amateur de films de bonhomme, là, c'est comme ça qu'il dit, là, c'est le terme. Puis il disait que toi, t'es en train de te taper. Puis c'est vrai, quand je suis ton Instagram, t'es tout le temps en train de passer à travers des classiques. Certains que j'ai vus, d'autres que j'étais... Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais vu ce film-là. Est-ce que c'est une liste que Alex te fournit ou c'est toi qui te pars, mettons, avec... Comme t'as-tu une liste de tous ces films-là que tu t'es tapé quelque part que publiquement on pourrait voir? Parce que je trouve que t'as une très bonne sélection de films classiques qui est en train de te passer au travers. Tu pourrais regarder genre... en fait, il y a partiellement... Ton Letterboxd? Sur mon Letterboxd, tu peux regarder tous les films que j'ai regardés, mais pour ce qui est des voyeurs de vue, justement, vu que Alex a tellement une grande culture cinématographique puis qu'il a vraiment vu bien des affaires, tu sais, moi, ça fait un peu partie comme du setup de l'émission que, tu sais, je suis là pour apprendre puis je suis là pour qu'il me pitch des affaires qu'il a vues. Ouais. Des fois, c'est moi qui en pitch, mais je suis plus curieux de voir ce que lui, il veut découvrir, si c'est quelque chose qu'il n'a pas déjà vu, ou si c'est quelque chose qu'il a déjà vu, qu'il veut revisiter, puis voir ce que j'en pense, puis des affaires comme ça. Fait que moi, c'est ça, tu sais, je suis là pour apprendre, fait que j'aime ça que Alex, il me pitch des affaires, puis tu sais, des fois, c'est des affaires que j'aime vraiment beaucoup, des fois, c'est des affaires que, tu sais, pas si... qui me challenge plus, mais je suis là pour apprendre puis voir pour élargir justement le palais de ce que je regarde. Je pense qu'on sous-estime aussi le fait d'écouter quelque chose qu'on n'a pas aimé ou qui nous a dérangé. Tu sais, aujourd'hui, on a tellement le choix, on peut arrêter. Pendant que tu écoutes ton film, tu peux te déranger par un téléphone. Il y a 10 000 affaires, tu as le choix maintenant. Puis je pense que ça nous a comme... En tout cas, je fais une grande généralité, mais ça nous a peut-être habitués à pas être plus difficile, mais à peut-être pas donner la chance à des choses qui n'étaient pas faites nécessairement pour nous autres. Des fois, j'entends parler des gens de ce qu'ils n'ont pas aimé d'un film, puis ce que j'entends, en fait, c'est ce qu'ils auraient voulu voir. Ouais. Mais je suis pas en train d'entendre ta critique du film. J'entends ce que toi, tu aurais souhaité qu'il soit. Non, faut que tu parles de ce qui est devant toi. Exactement. Là. Puis je trouve que des fois, c'est bien aussi d'être perturbé par quelque chose, de pas avoir aimé quelque chose. Tu sais, c'est une expérience qui est comme de plus en plus difficile à être ennuyé. Si t'aimes pas quelque chose, t'es dans l'autobus, dans le métro, tu peux écouter un podcast, tu peux écouter un film sur ton téléphone. C'est un psychopathe. Tu peux écouter un film dans le métro. C'est bon des fois d'être bored, c'est bon des fois d'être un peu dérangé par ce que t'écoutes, puis que, tu sais, mon expérience, c'est pas un checklist avec « Ah, tu vois, là, c'est 100% de ce que j'ai aimé. » Non, il y a des choses des fois dans des films que j'aime pas, mais ultimement, j'en retire quelque chose. Moi, je suis bon public pour les films de Marvel, puis pour répondre un peu à la question que je t'ai envoyée, c'est je l'ai pas encore, cette Marvel fatigue, mais je reconnais, disons, que l'engouement qui était présent dans la première partie de ces films-là, elle l'est plus, puis c'est correct, c'est normal, puis on a passé à travers aussi une pandémie qui a fait que le momentum de ces films-là, aller les voir au cinéma, la tradition d'aller voir au cinéma en gang quand ils sortent, on l'a perdu, mais à date de ce qui sort, en fait, qui est sorti dans les dernières années, je peux pas dire que j'ai détesté. Ben, tu sais, c'est ça, moi, quand ces films-là me déçoivent, c'est plus quand il y a il y a un aspect qui est sur les rails, comme, ben, tu sais, cette semaine, avec, justement, à Job, on regardait comme des bouts de Infinity War sur YouTube, puis là, tu sais, la direction photo, ça fait un bout que j'avais pas écouté Infinity War, puis là, je suis comme, waouh, la direction photo est vraiment laide. Tu sais, c'est pas coloré, c'est gris, c'est laiteux. Dans le coin d'Infinity War, tu penses? Oui, comme quand ils se battent au début quand ils sont à New York, puis ils se battent contre le Black Order qui vient juste d'arriver. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, tu sais, surtout comme, mettons, quand tu compares ça, mettons, à Brand New Day. Là, oui, Brand New Day, il y a une différence. Tu sais, Brand New Day, quand la scène quand il va au party chez MJ, comme, tu sais, les ombres sont noires, t'as l'impression d'être dans une vraie place. Il y a une scène aussi avec MJ qui est sur le top d'un building où il y a comme des gros néons, puis pendant un bout, son visage à elle est baigné dans le rouge. Puis c'est pas de la méga direction photo, mais ça fait du bien dans un monde qui est clairement artificiel. Ça fait très... Tu sais, je veux dire, c'est une grosse différence. Même Red Letter Media l'a remarqué. Moi, j'ai pas détesté les films d'Homecoming, mais c'est sûr que si tu compares, il y a une tangibilité dans la réalisation de Daniel... comment son nom est ben trop long. Daniel Destin Cretton. Qui est
pas du tout pareil. Puis ça rend ça encore plus tangible. Ça fait du bien dans Brand Tu sais, c'est ça, il y a comme... hier soir, j'étais à la Taverne du Pélican avec un de mes amis. Shout out la Taverne du Pélican. J'adore y aller. Ouais. Puis, habituellement, sur la TV, ils mettent du sport. Mais une fois qu'à un moment donné, on était là plus tard dans la soirée, des fois, ils mettent plus de sport, ils mettent de leur généreuse collection de DVD. OK. Puis là, ils ont mis Roadhouse, bar routier. Ah, c'est que j'aime ce film-là. Puis, je l'écoute régulièrement. J'adore ça. ça fait des années que je l'avais pas vu. Puis la direction photo de Dean Cundey là-dedans, là, Christ que c'est beau. Ouais. Tu vois comme... Des fois, tu vois Patrick Swayze, il y a un halo de lumière autour de ses cheveux. Oui. Puis il est tellement beau. Ouais. C'est un film comme tout de même trash, dirt, mais très commercial. Puis moi puis Germain, on était comme en train de boire, puis on est resté comme plus longtemps au bar pour continuer à écouter Roadhouse. Puis on était quasiment en train d'hurler dans la place. As-tu vu ça? De quoi ça a l'air en ce moment? Puis quand tu penses que les films de super-héros devraient ressembler à ça. Là. C'est comme il n'y a pas de raison que ça peut pas ressembler à ça. Je soupçonne que c'est des films... Je sais que c'est des films qui sont constamment remaniés, remontés, puis ils font des effets spéciaux, puis les garder neutres visuellement. C'est une façon d'assurer l'homogénéité de l'approche tout au long du film. Oui, c'est ça, puis probablement aussi de pouvoir faire des changements à la dernière minute. Ouais. Mais quand je voyais ces bouts-là d'Infinity War, j'étais comme « Ah, man, c'est triste que ça ressemble à ça. » Puis, tu sais, je vais voir tous les films, mais quand ça tombe là-dedans, que je suis comme « Ah, ben, visuellement, c'est pas super. » Et on a encore un gros climax de CGI que je comprends que c'est le code, mais on peut-tu comme le travailler plus? Puis des fois aussi, il y a le genre d'humour comme qui était comme plus comme Taika Waititi faisait, puis des mauvaises émules du sens de l'humour de Joss Whedon puis James Gunn. Ouais. Que des fois, c'est comme ça m'épuisait quand je le regardais, mais ça me faisait pas comme haïr les films. Je suis juste comme, j'ai hâte qu'ils sortent ça de leur système un peu. Cette recette-là n'est pas tant présente dans Brand New Day. Il y a de l'humour, je dis pas qu'il n'y a pas d'humour, mais pour un film qui met en vedette, on va le dire, un personnage qui finalement, ce qui sera une future héroïne, on parle de Jean Grey. Oui. C'est assez dark comme approche. Puis même son arc de rédemption, elle n'est pas facile parce qu'elle va tellement loin dans ce qu'elle pousse que je me suis dit, je sais pas comment ils vont être capables de la ramener vers la fin. C'est quoi, la première fois que je l'ai vue, j'étais comme... le personnage aurait pu être comme quasiment n'importe quel autre télépathe. Ça aurait marché. Puis la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai fait comme non, bien sûr, ça mène dans les X-Men. Bien sûr. Puis encore là pour dire le Damage Control, c'est Ice. Yep. Puis on voit ça arriver aux États-Unis. Oui. Puis on pense à du monde qui ont été tués dans la rue par Ice. Fait que là, imagine une adolescente que ça arrive à un de ses proches, puis que cette adolescente-là a les pouvoirs que Jean Grey là. Elle ferait la même chose. Ben, c'est une adolescente laissée à elle-même que la société méprise, craint et méprise. Ouais. Fait que ben là, elle est juste pas dans le mode de se battre pour cette société-là, que c'est ça que les X-Men font, mais de voir que les X-Men, ça va être des jeunes, parce qu'ils ont commencé à caster aussi comme Cyclops, puis il y a aussi Emma Frost, tu vois que c'est des personnages qui vont être des jeunes X-Men qui commencent. Qui existent à l'époque de persécution sociale, que t'es comme, ben je sais pas comment ils réagissent d'autres, puis ça montre aussi pourquoi ils ont besoin de rencontrer Charles Xavier, parce que s'ils rencontrent Magneto en premier, ces enfants-là vont brûler New York. Oui, facilement. Ils vont tous détruire l'Amérique s'ils rencontrent pas Charles Xavier. Oui, j'avoue. Puis quand Jean Grey, elle faisait toutes ses affaires à la fin du film, c'est comme... Ça, c'est le genre de femme qui call le Phoenix Force du fin fond de l'espace. Oui, mon homme. Là, c'est comme... Sadie Singh est vraiment bonne dans le rôle. J'ai oublié que c'était... Tu sais, je l'ai écouté, puis j'ai oublié... Elle est bonne dans le rôle, puis j'ai oublié c'était le personnage dans Stranger Things, qui n'était pas une mince tâche à faire. Puis, était... Tu sais, elle est vraiment bonne, puis ils ont vraiment comme... Déjà là, c'est la Jean Grey qui ont écrit le plus d'affaires pour elle, puis qui a le plus de viande autour de l'os. Yes. Puis j'étais comme... c'est dommage qu'ils ont brûlé Phoenix 2 fois, parce que là, ils ont tellement bien setupé
une Jean Grey que t'es comme, oh shit, si le Phoenix Force arrive, ça va pas bien aller. Ben, tu vois, si et quand ça va arriver, j'ai l'impression que Marvel a cette... En tout cas, on peut leur lancer des pierres, mais ils vont trouver une façon de pouvoir se l'approprier à leur façon à eux. Ben, il va falloir qu'ils attendent comme... Faut qu'il y ait au moins 10 ans qui passent. Écoute, ils peuvent pas mettre le Phoenix Force dans le deuxième film des X-Men. Là. Il faut qu'on attende un peu. Là. De toute façon, ça, c'est terre de Marvel Studios. J'ai bien hâte qu'on l'explore parce que tu parles de métaphores avec Ice et compagnie. Si vous êtes écœuré d'entendre parler de ce genre de franchise qui utilise des sujets pour envoyer des messages, Chris, les X-Men sont nés là-dedans. Là. Ben, sont nés là-dedans, puis c'est de plus en plus tangiblement vrai dans notre monde, à nous autres. Justement, comme dans les dernières saisons de Daredevil, j'ai l'impression que quand ils tournaient, c'était comme... Ils faisaient leur propre version exagérée de Ice, mais la vraie vie avait déjà outrepassé. Puis t'as l'impression en regardant le show que t'es comme, ah ouais, faut qu'on l'exagère, mais ça va jamais être terrible de même dans la vraie vie. Mais c'est arrivé terrible, c'est arrivé de même dans la vraie vie. Puis il m'a dit, voir Daredevil rincer des gars de hype. Du bien. Ça, c'est... Moi, j'aime ça, regarde. Le voir comme fucking puncher quelqu'un, faire Rah! Puis le voir puncher un fasciste qui a le logo du Punisher sur son chest. Je suis comme... Ça fait du bien. Ouais. C'est à ça que ça sert, les super-héros. Mais, regarde, on a fait un gros défaut, mais bref, c'est vraiment comme, je trouve que c'est bien incarné dans cette version de Jean Grey-là, puis ça m'intéresse vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces jeunes X-Men-là. Puis pour revenir à ce que je disais, par rapport à Jean Grey, son arche finalement de rédemption fonctionne pour moi à la fin. J'étais pas sûr, mais quand c'est arrivé à la fin, je fais oui, ce personnage-là, ça va. Puis on a déjà un lien entre les X-Men et éventuellement Spider-Man. Un personnage dont on n'a pas parlé, qui est un personnage que j'aime beaucoup. L'acteur, je l'aime. Son incarnation, je l'aime. C'est Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner de Hulk. Quelque chose d'un peu bittersweet parce que quand Peter va le rencontrer pour avoir de l'aide pour essayer de contrôler ses pouvoirs ou sa nouvelle mutation qui est créée en lui, qui se développe en lui, bien sûr, Bruce Banner ne se souvient pas qu'il a travaillé avec Peter Parker parce que les souvenirs ont été effacés par le sort de Doctor Strange. Mais je pense pas qu'ils ont fait... Je sais pas, ils ont été dans le même film d'Avengers. Ils ont été dans Infinity War. Mais j'ai pas tant de souvenirs j'ai pas un souvenir d'interaction entre eux. Pas des grandes interactions, mais tu sais, clairement, il était là au petit bar à sandwich au funérailles de, mettons, Tony Stark. Il y en a eu assez pour ça. Mais tu sais, en ce que je trouvais ça... Moi, j'aime Mark Ruffalo. Je trouve ça plate. C'est un crime que Hulk n'a pas eu encore son film. Son dernier était avec Edward Norton. C'était même pas le même acteur qui l'incarnait. Mais encore une fois ici, des super-héros, des personnages qui font partie de l'univers de Marvel Studios, mais on les utilise avec parcimonie, puis il y a une raison pour qu'on l'utilise. On le met pas juste là pour le sacrer là. Fait que je sais pas, toi, t'es peut-être pas d'accord. Est-ce que t'as apprécié la présence de Mark Ruffalo? Ben, j'ai trouvé ça cool parce que justement, il est là pour être un miroir thématique à Peter Parker. Il est aussi quelqu'un qui gère sa mutation, puis qui l'avertit. Essayer de transformer des mutations, puis de les contrôler. C'est potentiellement contre nature. On est en train d'instaurer quelque chose qui va toucher les X-Men plus tard, là, des trucs pour empêcher que les pouvoirs soient... Je pense qu'il voulait pas trop... Je pense qu'il savait qu'on peut pas trop parler de mutants. On peut pas dire mutant encore parce que là, on va avoir trop l'air de parler des X-Men. Oui. Mais il parle clairement comme... Être contre nature, c'est pas bon. Puis il y a aussi l'aspect que si tu regardes Bruce Banner comme être un prof, un scientifique qui enseigne à l'université, c'est un futur potentiel pour Peter Parker, mais comme que à ce moment-là dans sa vie... Il est trop jeune, il est pas là encore. Oui, ben c'est ça, puis être un professeur, il est devant tout le monde, c'est extrêmement social. Puis Peter, il est pas là pantoute, tu sais. Fait que tout ça existe de façon thématique, puis ça permet aussi une scène d'action avec Hulk plus tard, ce qui est vraiment swell. En fait, c'est le highlight. Autant que j'ai aimé la chorégraphie finale contre The Hand, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé la bataille d'un building excessivement haut à New York, qui semble très petit d'ailleurs, cet immeuble-là. Avec, tu veux de la toile, tu veux du Hulk, tu veux du Punisher. Tu sais, c'est de la chorégraphie bien pensée. Bien sûr, avec beaucoup de schlock de CGI, mais regarde, là-dessus, genre, tout était là pour moi. C'était fait de façon comme vraiment tangible. Tu sais, c'est un Hulk, il y a des conditions d'éclairage dessus, fait qu'il y a de l'air d'exister dans la scène. Encore là, c'était très physique, c'était vraiment bien fait. Fait que non, ça, j'ai vraiment bien apprécié ça aussi. Là. C'est ça, je trouve que le film, il y a beaucoup d'affaires, mais il est vraiment streamliné. Là. Excellent. Un truc qu'on n'a pas parlé, que tu voudrais qu'on mentionne avant qu'on wrap this up?
Non, ben, ma foi, j'ai bien aimé ça. Tu sais, moi, j'ai donné comme un 3.5 avec un cœur sur Letterboxd, que je trouve qu'il y a plein de bonnes scènes. Tu sais, je pense qu'un des problèmes, une des faiblesses du film, c'est que en créant un mystère, puis en faisant un reveal de qui est Jean Grey, puis tout ça, peut-être que ça allonge l'intrigue un peu trop. Je pense que je suis d'accord. Et ça donne une forme moins évidente à l'intrigue, selon moi, qui empêche peut-être que tout le scénario fonctionne au niveau qu'il devrait fonctionner, mais même malgré ce genre de difformation, je trouve que c'est vraiment bien réussi, mais je pense que c'est ça comme un peu un des défauts de ce film-là. Et excuse-moi, juste pour dire, c'est le fait qu'on cache son identité est au bénéfice du monde qui connaît Jean Grey, parce que dans l'histoire, ça fait pas de sens qu'on cache son identité. Genre. C'est pas important. Ouais, c'est ça. Au début, c'est comme. C'est pour l'audience. Ouais, il y a une personne mystérieuse qui fait ça, puis éventuellement, il s'est révélé que c'est Jean Grey. Ouais. Puis le reveal de tout ça est bien fait parce que c'est pas révélé comme un gros punch. C'est juste comme, j'ai trouvé son nom, c'est Jean Grey. Ouais. Puis parce qu'il y a dans l'univers qui trouve son nom, c'est comme. Ben oui. C'est une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Une petite madame. Il n'y a pas eu de crescendo musical dans ce moment-là non plus. Il n'y a pas eu, tu sais, rien de. Ok, oui, c'est assumé. C'est un personnage. Ouais, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était dans Justice League ou Justice League Unlimited, le cartoon, à un moment donné. Lex Luthor possède, je pense que c'est The Flash. Ouais. Il va dans le miroir, il enlève son masque pour voir, puis il dit je connais pas ce gars-là. Je vais finalement savoir qui se cache derrière ce masque. Puis là, il enlève le masque et comme. Aucune idée c'est qui. Je ne sais pas qui. C'est qui ce gars-là. Ce qui est normal, c'est ça. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète, c'est sûr que tu connais pas tout le monde. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Il y a cette faiblesse-là, je te dirais, au scénario. Mais sinon, ça m'a vraiment servi ce que je voulais d'un film de Spider-Man. Puis je trouve que ça me le sert en étant aussi comme un bon film en tant que soi. Mais moi, la question que je te posais, maintenant ils ont posé comme les bonnes bases, des bonnes Spider-Bases. Yes. Toi, qu'est-ce que tu voudrais avoir dans un autre film de Spider-Man? Là? Le prochain film de Tom Holland, je te gage qu'il va sortir, qu'ils vont probablement prendre quelques années, je pense. Ben comme là, ils ont eu quelques années entre le dernier puis là, je sais pas si ça fait du bien pour l'audience. Puis tu sais, je veux dire, il y a autant de temps, je pense, dans l'univers fictif qui s'est déroulé aussi là. Qu'est-ce que je voudrais voir? Moi, d'un, je trouve que c'est dans le plus Spider-Man-esque des films de Spider-Man qu'on a eu à date de l'ère de Tom Holland. Parce qu'il y en aura d'autres, éventuellement, d'acteurs qui vont garder le rôle. Qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir le côté New York. Tu sais, ça, on n'a pas parlé, mais que tu sais, Spider-Man est très lié à la ville aussi. Les gens l'apprécient, des petits messages, saluer à la police, des petits trucs comme ça. Je veux que ça soit présent. Tu sais, que New York soit une entité dans son prochain film, encore une fois. Je veux plus voir son struggle, je pense, lié au fait que maintenant, il doit avoir des amis l'année prochaine, parce que ses amis, c'est relié, il y a une vie sociale. L'espèce de conflit vie personnelle de Spider-Man, la job, ramener J. Jonah Jameson, ramener, voyons l'acteur qui l'incarne. J.K. Simmons, parce qu'il était incroyable dans No Way Home, je veux le revoir. Les deux n'ont pas acté dans la même scène encore à ce jour. Ils ne se sont pas retrouvés face en face de l'autre. Ça, je veux le ramener. Mais, tu sais, en termes de vilain, en termes de comme histoire de laquelle on pourrait s'inspirer, j'ai vraiment pas d'idée pour vrai. Je trouve qu'ils ont ramené beaucoup des choses que je voulais dans ce film-là. C'est un peu mon sentiment, moi aussi. C'est comme ce que je voulais qu'il y ait dans un film de Spider-Man, comme ils l'ont beaucoup fait avec ça. Ouais. Fait que là, ensuite, je suis comme, il manque le Spider Boogie, man. Ben, c'est ça, le Spider Boogie, ça serait le fun. Mais tu vois, comme, je pense que oui, ramener J. Jonah Jameson comme un antagonisme envers lui. Oui. Puis moi, si on va dans des affaires des années 80 que j'aime beaucoup de Spider-Man, faire un film de Hobgoblin, je trouverais ça cool. Ouais. Fuck le Green Goblin, je pense qu'on l'a assez vu, là. Mais le Hobgoblin, ça, c'est vraiment nice. J'ai réalisé en regardant Scream 6 que les films de Scream sont des films de Hobgoblin. Même le Ghostface, il a l'air du Hobgoblin. C'est vrai, Puis toute l'affaire de... Il y a quelqu'un caché dans ton supporting cast qui est un monstre. Et puis en plus, il y a un headquarters caché dans New York comme le Hobgoblin. Ben, c'est ça qui m'a fait réaliser le sixième. Le sixième, c'est qu'il y a une affaire cachée, puis dans les nouveaux Scream, il y a une jeune fille qui a comme un destin génétique d'être... Elle a fait des affaires de
de Harry et Norman Osborn de Green Goblin. Oui, c'est vrai, elle parle des miroirs comme... C'est vraiment... Oui, j'avais pas remarqué ça, t'as raison. C'est ça, c'est là depuis longtemps, mais ça fait qu'ils ont fait que Scream 6 était à New York pour me faire réaliser. Chris, ils ont fait un film de Hobgoblin. Ils faisaient du Hobgoblin. On était si proches. Fait que c'est ça. Tom, je sais que t'as de la misère avec ces petites vues-là. T'as besoin de faire ramener le bacon à la maison. T'as sans doute besoin de te faire donner des idées par des podcasteurs. Oui, des gars de fin 40 copier Scream 6, les meilleurs bouts de Scream 6 J'ai trouvé ce que je veux. Qu'importe c'est quoi, je veux un Crisis à la grandeur de New York. Un peu un genre de Maximum Carnage-like. Où il y a quelque chose contre la montre, où il y a... Tu sais, comme... moi, j'aime bien les films qui se passent sur une durée X. Là, on est comme... là, je veux un événement. L'événement, c'est le film au complet. Mm-hmm. Puis Marvel, c'est pas souvent ça. C'est souvent divisé par plusieurs journées. Il y a une évolution, puis c'est bien correct. Je veux quelque chose qui se passe sur une durée X. Puis ça, je pense que c'est tout à propos pour Spider-Man. Il me semble que c'est la prémisse idéale pour Spider-Man. Ça serait vraiment cool. Moi, je pense aussi que l'ultime move, c'est essayer de faire une bonne adaptation du Clone Saga. Ouais. Puis ça serait nice. Ça aussi, c'est une affaire que c'est très... C'est aussi très... c'est épineux, ça. Mais c'est aussi très film bollywoodien d'avoir ton lead qui joue plusieurs rôles en même temps. Puis c'est comme le challenge d'acteur. C'est comme t'aurais 4 Tom Holland différents. Je soupçonne, c'est juste que tu veux voir le sou de Scarlet Spider à l'écran. J'aimerais qu'il y a un peu le sou de Scarlet Spider dans Homecoming. Ouais. Mais ça fait partie des fois, comme, je m'assis puis là, je lis des runs de comics. Justement, je suis en train de relire du Spider-Man des années 80 que j'aime beaucoup. Mais là, avant longtemps, je pense que je vais me clencher la Clone Saga en entier pour la mettre dans ma tête puis justement me faire rêver de c'est quoi la bonne version. Si jamais tu te lances, parce que moi, ça fait longtemps que je veux le faire. J'ai même potentiellement téléchargé tous les épisodes. Fais-moi signe, parce que pour vrai, je pense que on va peut-être avoir besoin de se relancer la balle juste pour être sûr d'avoir compris ce qu'on a lu, parce que des fois, cette run-là, bien qu'elle... Tu sais, Spider-Man avait genre 4 titres en même temps à une certaine période. Oui. Ça avait juste pas de crise de bon sens. Ça 4 titres qui racontent une même histoire en même temps, là, c'était juste dans les années 90, ça n'existe plus malheureusement. Là, comme heureusement, je lis le Triangle, je suis en train de terminer comme ma grosse lecture du Triangle Saga, du Triangle Era de Superman aussi. Là. Je suis rendu dans Superman électrique, puis là, c'est en train un peu de battre de l'aile un peu. Attends, là, il va se diviser en deux. Là. Il va avoir sa propre Clone Saga dans pas long. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que Superman électrique, tu vois qu'il était excité comme OK, il peut avoir du trouble avec ses problèmes. Ça leur donnait des nouvelles histoires. Mais à part de ça, on dirait que cette époque-là de Superman, tu peux comme la fermer une fois qu'il se marie. À Lois, c'est comme l'aboutissement de cette époque-là. Puis, bref, ben, je pense que cette époque-là de Spider-Man dans les films devrait se clore avec un mariage avec MJ. Je pense que il peut être Spider-Man encore vraiment longtemps, puis il va être un genre de mentor pour Miles Morales. Il faut que Miles Morales soit introduit éventuellement dans l'univers de Spider-Man. T'as pas le choix. Mais je pense qu'il devrait tout de même plus tard, là, pousser ça, puis comme justement laisser Spider-Verse aussi se terminer, les dessins animés, puis voir si... justement, ça serait cool aussi qu'une fois que Spider-Verse soit terminé, qu'il peut-être qu'il fasse justement un film animé Brand New Day. Est-ce que c'est juste Miles qui est pas dans des shenanigans de multivers? Oui, parce qu'on veut le voir comme un peu à la manière de Spider-Man dans Brand New Day. On veut avoir son propre parcours solo à lui, puis comment il compose avec ce qu'il a composé. Là. Ben oui, c'est ça, puis de le voir aussi vieillir. Comme je trouverais ça cool qu'il continue ça en animation. Dernier truc, parce que là, j'ai remarqué que les deux, on n'a pas mentionné l'apparition de Venom, le Venom en bonne et due forme dans l'univers de Spider-Man, du MCU. Pourquoi tu penses que les deux, on n'a pas voulu ça? Parce que je veux dire, on s'entend que Venom est indissociable de Spider-Man, quoique il y a eu des films avec Tom Hardy qui étaient, bon, plus ou moins... Moi, je les ai pas aimés, je dois dire. Là. Je trouvais que c'est comme la vieille manière de faire des films de super-héros. Là. Mais un Venom, un vrai Venom, entre guillemets, radiophonique, confronté à un Peter Parker du MCU, pourquoi est-ce qu'on l'a pas mentionné? C'est drôle. Ben, tu vois, il y a déjà comme des shades de Venom quand, dans ce film-là, quand il devient agressif, tu comme de Black Suit, puis tout ça. Et... Ben, premièrement, là, faire comme, hey, je porte le Black Suit, puis là, je deviens Spider-Man tout seul, puis je me retire en moi-même. C'est comics-là original, puis c'est ça comme, tu sais,
là, je pense qu'ils ont dépensé cette pièce-là narrative dans le dernier film. Fait qu'il faudrait que tu fasses autre chose avec le Black Suit. T'sais, ça pourrait être un truc comme, je comprends, comme quand Bendis il l'a fait dans son Ultimate Spider-Man. Dans un laboratoire, je pense. Ouais, puis que justement, comme que le fait que ils n'ont pas essayé de faire ça avec Andrew Garfield. Ils ont vraiment laissé de l'argent sur la table, même si ça allait pas bien, ces films-là. Là. Tu sais, j'ai l'impression que lui donner un suit de gang qui le transforme, déjà là, de faire un suit huileux, tout ça va un peu à l'encontre de la tactilité qu'on vient d'aimer dans ce film-là, dans Brand New Day. Mais il y a moyen, il pourrait utiliser tout simplement un tissu, ça prend l'apparition d'un tissu. Puis, j'imagine dans le fond, faut comme qu'il invente un nouveau Eddie Brock qui est intéressant face à Peter ou dans Spider-Man 2 Insomniac, c'est Harry Osborn. Faut soit qu'il fasse quelque chose comme ça. T'sais, dans le jeu de Insomniac, je trouve que ça marche bien. J'ai pas joué aux deux, mais j'ai assez écouté de vidéos pour voir si c'est comme... Tu sais, ça marche bien, c'est une bonne idée parce qu'il y a toute la notion de Harry est malade et le symbiote comme garde en vie, le soigne au début, éventuellement le garde en vie, puis là ça devient comme un enjeu comme vraiment important pour lui de garder ça. Que ça, c'est comme justement ce qu'il y a dans The Amazing Spider-Man 2 avec leur Green Goblin, mais mieux fait, là, tu sais. Fait que, tu sais, non, c'est ça, je sais pas, c'est... Secret Wars s'en vient, il pourrait l'introduire à ce moment-là, c'était comme ça dans les comics? Je pense que, mettons, avec Secret Wars puis ces affaires-là, ça serait plus probable qu'il aille chercher Tom Hardy pour faire un autre tour de piste puis faire que son Venom soit à côté de Tobey, à côté de Wolverine, de Hugh Jackman, puis avec Tom Holland. C'est pas impossible. Puis que ça, c'est plus ça, l'argent qu'ils ont en banque question cinéma de Venom que d'en créer un nouveau avec pour Tom Holland. Tom Holland qui rencontre les Fantastic Four, on sait que c'est comme un membre honorifique parfois. Ça, je pense qu'il faut qu'il y ait ça dans le prochain. Qu'il soit dans la même continuité. Là, Mais tu vois, ce Human Torch-là, il a l'air un peu moins accessible. Asshole aussi. Là, mais, tu trouves? Je trouve qu'il a l'air un peu asshole quand même. Mais il a pas l'air du genre... Peut-être qu'il s'ostinerait avec Spider-Man, mais il a pas l'air... Mais il s'ostine dans les comics, ça fait que ça fait... Oui, il faut que ça qui arrive. J'aimerais ça, voir ce Spider-Man-là avec les Fantastic Four. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Moi, écoutez, je vais le dire, puis je vais finir là-dessus. Là. Moi, j'aime tellement cet univers-là. Je parle des films puis des comics, que si c'est un film où t'as Ben Grimm qui mange un sandwich d'un vieux délit juif dans New York avec Peter Parker, je peux écouter ce film-là. C'est My Dinner with Andre, mais c'est My Dinner with the Thing. Oui. Puis genre... I'm there. Je suis là. Je vais l'écouter, ce film-là. Ça dit bien des affaires sur moi. Ben écoute, c'est bon. J'ai lu dans mes lectures excessives, d'ailleurs, Marvel Cosmic Invasion, notre tout dernier DLC, a Cyclops, mais aussi de Oui, j'ai vu ça, bravo. Avant les films. Puis, j'avais un comic de Thing qui prend une bière dans un bar avec Sandman. Puis c'est juste que Sandman, il explique comme qu'il y a eu une vie tough dans la criminalité, tout ça. Puis, tu sais, ils se battent. Après, il prend un verre. Puis là, justement, Sandman explique sa vie. Puis là, il est comme, bon, je te gage à cette heure, tu vas vouloir comme m'amener en prison. Puis là, The Thing est comme, garde-moi des affaires de prison. Tu sais, si tu voles des banques, mais tu fais mal à personne, là. C'est pas le beat des Fantastic Four de faire ça. Là. Nous, on se bat contre des monstres qui attaquent la ville. Là. Fait que, il retourne chez vous, là, puis fly drette comme du monde, puis ça va être correct. Mais tu sais, The Bar with No Name, qui est un bar qui existe dans l'univers de Marvel Comics, où les vilains se prennent une bière ensemble puis se saoulent la gueule. Ouais. Malheureusement, bon, tu l'as dit, Marvel Studios s'éloigne de la télésérie sur Disney+, parce que je pense que c'est pas aussi rentable qu'ils l'espéraient. Mais tu sais, ça aurait été une très bonne prémisse pour une série télé ou quelque chose comme ça. Écoutez, on n'a pas à se plaindre, là. On a la bouche pleine en ce moment depuis plus de 20 ans de comics, de films, de plein d'affaires. Puis pour moi, en tout cas, je pense que Brand New Day étant le plus récent exemple qu'on peut faire de quoi d'intéressant, malgré toute la grosse machine qui est Disney qui est derrière ces films-là. Merci Yannick. Tu veux-tu plugger ton podcast, Les Voyeurs de Vue? Ben oui, Les Voyeurs de Vue, on fait Alex Rose et moi, on parle de cinéma chaque semaine, à chaque samedi. Alors, allez écouter ça. Notre épisode de cette semaine est avec... on a écouté ma tante Aline. Et ça, c'était rough en motadine. Et on a aussi écouté Secret and Lies de Mike Lee, qui était un drame britannique qui était humain et qui était super bon. J'ai beaucoup aimé ça. Avez-vous parlé de Roadhouse?
On a parlé du remake avec Jake Gyllenhaal il y a une couple d'années. Si vous parlez éventuellement de l'original, là, j'aimerais ça être là parce que c'est un des films que je mets en background. J'adore ce film. Écoute, si ça arrive, on t'appellera. C'est bon. Fait que c'est ça, les voyeurs de vue à chaque semaine. J'ai un Substack que je vais me réalimenter bientôt, qui est yannickbelzile@.substack.com. Puis aussi, je travaille pour Tribute Games. On fait des beaux jeux, dont nos plus récents. On a fait Scott Pilgrim EX. Qui m'a poté les fesses. Là. Écoute, puis Marvel Cosmic Invasion, comme j'ai dit, on a un nouveau DLC avec The Thing et Cyclops qui sont jouables dedans. Et aussi, d'ici la fin de l'année, on sort un deuxième DLC. Nice. Qui est restez à l'affût pour voir qu'est-ce que ça va être. Vous venez de célébrer, je pense, c'est 20 ans de Tribute Games? 15 ans. 15 ans, On a fait une partie dans notre 15e anniversaire, on a eu bien du plaisir. Ma foi, le temps passe vite. Oui, le temps passe très vite. D'ailleurs, on a parlé, toi et moi, dans des épisodes de Mystérieux Étonnants de Scott Pilgrim EX et aussi de Marvel Cosmic Invasion. Donc, vous allez dans les registres, dans les archives, vous allez trouver justement ces deux épisodes-là. D'ailleurs, je vous invite à consulter l'ensemble de nos archives sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. On a un petit peu trop d'épisodes pour le diviser seulement sur un fil RSS. De le mettre sur un fil RSS, fait qu'on l'a divisé sur deux autres. Mm-hmm. Donc, on a archive 1, archive 2, si vous allez piger là-dedans. L'ensemble des épisodes sont là, donc à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, il y en a un ancien qui se retire, mais tout est sur le site internet, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, plus de 20 ans de stock qui est présent. Sinon, je vous invite encore une fois à laisser un message vocal sur notre SpeakPipe, c'est une plateforme qui nous permet d'enregistrer un message vocal, même l'écouter avant de l'envoyer. Le lien est dans le descriptif de l'épisode, donc commentaires, suggestions, questions, whatever, j'aimerais ça vous entendre dans le cadre des Mystérieux Étonnants. Bien sûr, comme tous les Patreons, comme tous les podcasts, on a un Patreon. L'adresse est aussi dans le descriptif de l'épisode. En échange de votre contribution Patreon, on vous donne accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif des Mystérieux Étonnants, et aussi au Discord des Mystérieux Étonnants, c'est comme Internet, mais sans trop du cul. C'est vraiment une belle plateforme. D'ailleurs, si vous donnez pour un moment, vous arrêtez, vous venez quand vous voulez, c'est super simple vraiment pour gérer ces abonnements avec Patreon. Sachez que toutes les sommes amassées sont réinvesties dans les Mystérieux Étonnants. Tu vois, les pieds de micro qu'on a ici en ce moment, dans mon nouveau chez moi, c'est grâce aux Mystérieux. Les sacs de sable aussi, sacs et sable qu'on a acheté avec le Patreon, parce que sinon les micro tombait. Benoît va pas voler du sable à la communauté, là. Il achète son sable. Du sable de qualité, c'était du sable de filtre de piscine, mon cher. Ah là là. J'ai malheureusement dû faire livrer ça pour un bon bonhomme. Le bonhomme est venu comme livrer 50 livres de sac de sable. La boîte était massacrée. Je pense qu'il s'est fait chier. Elle était à moitié à travers mon escalier. Je suis comme, ok, ouais, bien sûr, là, je peux pas te blâmer d'où. Là, mais ça a bien utilisé. C'est pour pas que les micros ils bougent. Mm-hmm. Donc, merci pour votre contribution. Patreon aussi annonce concernant le dernier épisode de Noël chez Isidore, l'épisode 83. Il y a d'ailleurs un auditeur qui l'a remarqué sur le Discord des Mystérieux Étonnants, puis j'ai reçu un courriel cette semaine. Il a été retiré de Spotify parce qu'il y a des musiques de Noël dans l'épisode. Fait que épisode 81, épisode 83, qui est le dernier pour Noël chez Isidore, ne sont pas disponibles sur Spotify, mais ils sont disponibles sur notre site internet, puis sont disponibles sur toutes les autres plateformes de podcast, dont Apple Podcast. C'est juste qu'ils sont pas disponibles pour je sais pas quelle raison sur Spotify. Spotify a un lien sacré, ça a l'air avec le Père Noël, mais il est sur notre site internet. On est sur Apple Podcast, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 archives. Dernière archive des Mystérieux Étonnants. Je l'ai dit, c'est sur notre site internet, Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit. On est disponible surtout sur Discord. C'est là que je réagis le plus. On se revoit la semaine prochaine. Merci Yannick d'avoir été là. Ça fait plaisir. Faites attention à vous autres. Bye bye. Bye.